L'homme a toujours regardé les étoiles. Bien avant de connaître l'écriture, le ciel était un moyen de lire les présages, le temps, ou même d'interpréter les messages des dieux. Très tôt, on s'aperçut que les astres suivaient des routes très précises, au milieu de myriades d'étoiles et de constellations. On constata vite que ces mouvements correspondaient à des cycles de la nature. La Lune ne rythmait-elle pas la fécondation des femmes tous les 28 jours? Les montées de sève dans les plantes n'étaient-elles pas plus fortes à la pleine Lune? Les positions du Soleil permettaient de situer les saisons. Ces conjonctions astrales furent vite liées aux grands événements de la vie des humains. Le Soleil réglait les jours et les saisons, la Lune permettait de compter les mois. C'est ainsi que les calendriers primitifs furent définis. Ces informations, calculées par les prêtres, étaient souvent assorties de présages. Ainsi, une lune rousse ou une éclipse pouvait signifier de mauvais ou de bons auspices. Et chaque souverain se devait de consulter les mages avant toute grande décision, comme une bataille ou une alliance. Dans différentes régions de la Terre, et vers la même période, différents peuples faisaient les mêmes recherches et observations sur le ciel pour établir leur propre calendrier. Et ceci afin de pouvoir adapter la production des cultures agricoles. Et également d'avoir un suivi météorologique pour éviter ou diminuer les effets des catastrophes naturelles. Par conséquent, le calendrier et les observations célestes étaient vraiment indispensables. Le contrôle du calendrier légitimait le pouvoir des souverains, proclamés fils du ciel. Leurs astrologues devaient parfois payer de leur vie les erreurs d'interprétation. À ces époques où on n'imaginait pas la boussole, les constellations permettaient aussi aux caravanes de se diriger dans le désert. Pour les Arabes et les Bédouins, les étoiles et la lune étaient et sont toujours nos sources de lumière et une compagnie pendant leurs nuits et leurs voyages. Les astres servaient de repères et servent toujours pour l'agriculture, l'heure et les rendez-vous. Les prêtres des cultes astraux consignaient quotidiennement leurs observations. C'est ainsi que l'astrologie nous apparut en même temps que l'écriture en Mésopotamie. À l'époque de l'Empire babylonien, tout le monde connaissait Uranus, parce que si cette étoile apparaissait le matin, il était certain que le fleuve sortirait de son lit. Les gens attachaient une grande importance à son apparition. C'est dans la civilisation chaldéenne, 3000 ans avant Jésus-Christ, dans ces pays qu'on appelle l'Irak et l'Iran aujourd'hui, que fut inventé le système du temps que nous utilisons toujours. Le système des 60, 24 heures divisables en 60 minutes et 60 secondes. C'est de Babylone que nous vinrent les premières traces d'astrologie, des relevés astronomiques assortis de présages. Des divisions du ciel en tranches permettaient de mieux répertorier les mouvements des astres pour les comparer au cycle du temps. Ce furent les premiers signes. Les Égyptiens eurent aussi leur astrologie. Ils priaient la déesse du ciel, Nut. Chez eux, l'étoile de Sirius avait une grande importance, car à chaque levée héliaque commençait la crue annuelle du Nil. La philosophie grecque reprit ces concepts et trouva ses bases dans l'étude des planètes. Le savant Pythagore considérait que les astres correspondaient à des notes de musique et également à des chiffres. Pour lui, l'homme était en résonance avec l'univers. C'est dans son école que les Grecs découvrent que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil 20 siècles avant Galilée. C'est à cette époque que l'astrologie devient individuelle, personnalisée. Jusque-là, elle ne servait que les destinées des pays.
Donc pendant 2000, 3000 ans, les astrologues n'interprétaient que pour la collectivité à travers la personne du roi. C'est à partir des Grecs, précisément, qu'elle est devenue individuelle. On a retrouvé, je crois, le premier thème avec un zodiaque, des positions précises, 500 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs remarquaient que les enfants nés en hiver étaient plus forts que ceux nés en été. Hippocrate, dont le serment est à la base de la médecine actuelle, considérait qu'un bon médecin se devait aussi d'être un bon astrologue. Les astres étaient déifiés. Zeus, le roi des dieux, était la planète Jupiter. Hermès, le messager, était la rapide planète Mercure. Chronos, le dieu taciturne du temps, était la lointaine Saturne. Le dieu de la guerre était Mars, que taquinait souvent la pernicieuse Vénus. Les Grecs constataient que quand un astre s'approchait ou quand il s'éloignait, des événements différents se produisaient. Ils assignèrent des caractères aux planètes déifiées et prédirent l'avenir en fonction de leur conjonction. Mais Platon puis Aristote, plus tard, deux philosophes très influents, avaient des théories différentes de celles de Pythagore. Pour eux, l'étude des astres et des dieux ne devait pas se mêler aux autres matières telles que les mathématiques, la physique ou la musique. L'astrologie n'était pour eux que vanité, et la Terre revint au centre de l'univers. Elle redevint plate, puisqu'on n'avait jamais pu en faire le tour. Les Grecs se déchirèrent autour du sujet, et leurs siècles d'observation donnèrent naissance au signe du zodiaque, en grec, le cercle des animaux. Ils établirent aussi une autre division du ciel, qui permit le calcul des maisons astrales et des ascendants. C'est ainsi qu'apparut l'horoscope, un graphique qui permettait de connaître les positions des planètes à l'heure de la naissance. Cette carte du ciel servait aux astrologues pour prévoir les caractères des nouveau-nés et même deviner leur destin. Après moult débats, il fut convenu que l'horoscope de l'humain serait basé sur l'heure de son premier cri. 2 siècles après Jésus-Christ, Ptolémée, astronome d'Alexandrie, recalcula les divisions du ciel et publia un ouvrage sur les 12 signes basés sur des angles de 30 degrés. Il les relia au calendrier et aux saisons telles qu'on les utilise aujourd'hui. Ainsi, le bélier illustre la poussée de fin d'hiver, le taureau, le bourgeonnement et les pulsions du printemps, le lion, la puissance du soleil d'été, la balance, l'équilibre de l'automne. On établit ainsi 12 types de caractères symboliques. Tout ça ne fut pas du goût des chrétiens, car si Dieu contrôlait l'univers, Dieu seul contrôlait le destin. La fatalité et les présages n'avaient plus de raison d'être. L'astrologie devint alors sujette à caution, quand elle n'était pas considérée comme sorcellerie. Et pourtant, c'était bien une étoile qui avait guidé les rois mages vers Bethléem. La Terre était bien sûr plate, et le ciel n'était qu'un tissu avec des trous pour laisser passer des lumières divines. C'est pendant cette période noire de l'Europe que les scientifiques arabes, moghols puis islamiques perfectionnèrent les connaissances astronomiques et astrologiques en construisant des observatoires dans toutes leurs grandes cités. Ibn Wakal, un des grands savants irakiens de l'époque des débuts de l'islam, a décrit le monde comme un œuf. La Terre en étant le jaune et le blanc de l'œuf étant la couche d'atmosphère qui l'enveloppait. Les Arabes firent de grandes découvertes en astrologie, en mathématiques et en astronomie. Ils nous ont légué beaucoup de noms d'étoiles et d'instruments astronomiques, comme le nadir, le zénith, l'azimut ou les astrolabes. Au cours des croisades, les Européens découvrirent cette civilisation beaucoup plus avancée et en rapportèrent les découvertes scientifiques. C'est aussi vers cette époque, sous la pression de l'Inquisition,
que la Kabbale, la connaissance secrète des Hébreux, fut révélée. C'est intéressant de voir comment la Kabbale décode la Torah, parce que la Bible, la Torah, après la Kabbale, elle est codée. Et comme on ouvre le livre de formation qui est écrit par Abraham le patriarche, qui a été écrit même avant la Torah, Dieu, il le dit, sors et comptez les étoiles, et vous allez avoir des enfants, comme les étoiles du ciel. Alors on voit que l'histoire de sortir, en réalité, c'est pas sortir physiquement, c'est sortir de l'influence astrale. Parce que la Kabbale explique qu'il y a une influence astrale, c'est pourquoi c'est tellement difficile à changer notre caractère et changer aussi le destin. Au XIIIe siècle, les travaux de saint Thomas d'Aquin, qui associaient les anges aux planètes, permirent aux scientifiques chrétiens de reprendre les recherches de Platon et d'Aristote, là où ils les avaient laissées. Pour saint Thomas d'Aquin, les anges contrôlaient les planètes et délivraient des messages aux hommes. Ainsi, les scientifiques purent reprendre l'étude des mouvements célestes sans peur d'être inquiétés par l'Église. Alors que l'islam venait de l'interdire, l'astrologie fut réhabilitée en Europe à la Renaissance. Tous les princes et seigneurs de haut rang, avant de prendre chaque décision, consultaient leurs mathématiciens. C'est ainsi qu'ils nommaient les spécialistes du ciel. Même le Vatican possédait une chaire d'astrologie. Les papes consultaient leurs propres astrologues. L'alchimiste Paracels, considéré par beaucoup comme un des fondateurs de la médecine moderne, appliqua les secrets de la Kabbale et de l'astrologie à ses expériences. Puis vint le siècle des Lumières. Le chanoine polonais Copernic redécouvrit le système héliocentrique 2000 ans après les Grecs. La Terre tournait autour du Soleil et non le contraire. Kepler et Tycho Brahe, deux astrologues, précisèrent les mouvements des planètes. Galilée permit, en inventant le télescope, de vérifier ces informations. Plus tard, Isaac Newton prouve l'existence d'une force attractive entre le Soleil et chacune des planètes. Il s'était préparé à l'idée révolutionnaire d'une force non matérialisée, la gravitation universelle, grâce à ses travaux d'alchimiste. On découvre alors que les marées sont définies par l'attraction de la Lune. L'utilisation croissante du télescope est sûrement à l'origine de la désuétude de l'astrologie dans la société occidentale. Car si on pouvait observer les planètes, elles avaient perdu leur mystère. Depuis, l'astrologie n'est plus considérée comme une science. Elle est méprisée et souvent commercialisée par des charlatans. Les spécialistes sont souvent confondus avec les devins. Aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, il est très simple d'être astrologue. Des logiciels vont résoudre tous les fastidieux problèmes de calcul. L'astrologie est combinée avec l'astronomie et les erreurs deviennent impossibles. Un astrologue entraîné devait prendre des éphémérides, prendre des tables de maison, utiliser des tables de logarithmes, faire des interpolations pour obtenir la position des planètes. Actuellement, il rentre simplement les informations et il obtient ces éléments en une seconde, le plus long étant d'afficher les renseignements, ce qui lui permet de consacrer tout son temps à l'interprétation. Pourtant, on constate que nombreux sont ceux qui consultent à tous les niveaux de la société. Aujourd'hui, l'homme maîtrise la nature. Dans les villes, nous sommes presque indifférents aux saisons. Et bien que les astres nous semblent beaucoup plus proches, leurs influences naturelles nous semblent de plus en plus lointaines. Dans d'autres civilisations, les astres parlent encore, sous des formes différentes, pour donner des indications sur les conjonctions fastes ou néfastes aux activités humaines. En Inde, l'approche de la réalité est différente de celle de l'Occident, alors que dans l'astrologie occidentale, on base tous les calculs sur le soleil et les saisons. Dans l'astrologie indienne, comme dans toutes les astrologies orientales, on utilise surtout la lune et son cycle.
Ici, la spiritualité fait partie du processus. La nature déifiée est toujours maîtresse des éléments. Le Jyotish en hindou, la science qui nous renseigne sur la lumière, permet de connaître le passé, le présent et l'avenir. En Inde, on vit dans les temps des dieux, des périodes immenses qui correspondent à la vie des dieux Brahma, Shiva et Vishnu, des durées infinies. Une de nos années correspond à un clin d'œil du dieu Brahma. Lorsque chaque être vient au monde, son destin est déjà écrit. Ses actions sont le résultat de ce qu'il a déjà fait auparavant. C'est-à-dire que le bien ou le mal qu'il a fait dans une vie antérieure ont des répercussions sur sa vie présente. Le karma, conséquence de nos vies passées, de nos actes, influe sur nos réincarnations, tout comme le mouvement des planètes. L'être humain est influencé par 3 mondes. Le corps astral lié aux planètes, le corps mental lié à la pensée et le corps physique lié à l'animalité. Les cycles du temps sont différents pour chacun. Le tantra, la connaissance secrète, dit qu'on vit dans un océan d'énergie. L'énergie est partout et nous enveloppe. La force de gravitation est tout autour de nous. Et nous sommes baignés dans cet océan de force magnétique. L'astrologie hindoue est très différente de celle que nous connaissons. Ici, le but est de pouvoir définir les jours propices pour faire des cérémonies ou les grands actes de la vie afin d'en rendre les effets plus bénéfiques, pour rester en harmonie avec les dieux et les éléments. Tous les jours, au bord du Gange, des milliers d'hindous viennent se plonger dans les larmes du dieu Shiva, le maître du temps, la pureté même, pour sacrifier aux divinités. Les dates de leurs cérémonies sont définies par les astrologues et les brahmanes. L'astrologie en Inde fait partie intégrante de la religion. Elle vient des Védas, peut-être les textes les plus anciens de l'humanité, qui ont influencé toutes les cultures. Les Védas sont les rochers sur lesquels repose la culture indienne. Celle-ci vient des Védas. C'est quelque chose de beaucoup plus que le Coran ou l'Ancien Testament. C'est une manière de vivre. Toutes nos manières de vivre dans le monde, même aujourd'hui, sont gouvernées par les Védas. Les Védas doivent être récités à des moments précis et pas à n'importe quelle heure. Ces dates sont définies précisément dans notre calendrier astrologique. Le monde a été créé par Dieu. Les Védas aussi sont sortis de la bouche de Dieu. Les Védas donnent des indications à tous pour le bien du pays, dans notre intérêt. Elles sont divisées en 6 parties, 6 écritures sacrées, 6 livres différents. L'astrologie est une de ces parties. On la considère comme les yeux du Veda.
Et tout comme l'homme ne peut marcher sans la vue, de la même manière, aucune activité du Veda ne peut avoir lieu sans astrologie. C'est pour ça qu'elle a une importance capitale dans notre religion. Shiva, le dieu du temps, est celui qu'on vénère le plus à Bénarès. Et c'est la statue du dieu éléphant, Ganesh, protecteur des astrologues qui accueillent les visiteurs à l'université de Sanskrit. Ici, on apprend les textes sacrés, mais aussi d'autres disciplines comme l'astronomie, les mathématiques et l'astrologie. Ce professeur donne un cours sur l'étoile polaire et sa position. Le cours est illustré par une terre en osier avec ses méridiens. Le professeur Charma, lui, astrologue réputé depuis plusieurs générations, donne un cours sur les maisons célestes, qui en astrologie hindoue sont différentes de chez nous. Dans nos textes, le soleil est dans un chariot tiré par 7 chevaux. Qui sont ces 7 chevaux? Si vous croyez en la science, vous allez dire que la lumière des rayons du soleil est constituée de 7 couleurs. Nous, dans notre science ancienne, on dit que les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, sont ces 7 chevaux, comme les 7 planètes. On dit également que ces jours de la semaine ont des couleurs différentes. Les médecins disent qu'il y a 7 types de sels dans le corps et que lorsqu'il y en a un qui manque, on tombe malade. Ils soignent ça avec des médicaments ou des injections. Nous disons que si un de ces chevaux ne se comporte pas de la bonne manière, la maladie survient. Nous soignons ça avec des offrandes ou des bonnes actions. C'est une science des rayons de la lumière. Là où la lumière du soleil tombe, alors le pays, la personne, l'être vivant seront transformés. Nos anciens sages de l'Antiquité ont imaginé un système de différents niveaux dans l'univers. De la même manière, ils ont imaginé dans notre corps 7 mondes vers le haut et aussi 7 mondes vers le bas. Ce mouvement de bas vers le haut est en conformité avec le cosmos. Lundi, la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, le Soleil. La semaine nous vient des textes anciens de l'Inde. À l'université de Sanskrit, c'est ici qu'on rédige le Panchang, l'almanach, le calendrier hindou qui est l'instrument indispensable à tout astrologue. L'université vient de se faire construire un observatoire astronomique sur le modèle des anciens pour mieux préparer le calendrier astrologique. Ici, pas de télescope, on observe les planètes en surveillant les ombres, de jour comme de nuit. La nuit, les astronomes viendront y vérifier la place de la Lune et des constellations. Vous voyez, là on a déjà fait les calculs pour le calendrier. Et ça nous permet simplement de vérifier chaque jour si les informations sont conformes aux calculs qu'on a déjà faits. Nous faisons simplement ça pour vérifier quotidiennement. Pour chaque partie du corps, il y a une divinité maîtresse. Toutes les planètes ont une influence sur notre corps. Sur le sang, il y a l'influence de Mars. Sur les os, il y a l'influence du Soleil. Sur les jambes, il y a l'influence de Saturne. Sur l'âme, il y a l'influence du Soleil. Sur le mental, il y a l'influence de la Lune.
Vous connaissez les sacrifices. Le moment auquel ces cérémonies doivent être effectuées est indiqué dans le Panchang, et il faut donc le consulter. Le Panchang est nécessaire pour la vie sociale, pour la spiritualité, pour les sacrifices. Pour nous aussi, c'est nécessaire. De fait, il n'y a pas de culture indienne sans le Panchang. Par le biais du Panchang, ce que vous appelez le calendrier hindou, nous déterminons les moments favorables aux fêtes religieuses. C'est le seul et meilleur moyen pour être guidé dans la vie. De ce point de vue, le Panchang de notre université jouit d'une grande renommée parce qu'il est conçu par les plus grands maîtres, comme M. Kalyan Datta, inventeur et constructeur de l'observatoire, et des astrologues comme M. Sharma et ses collègues. Grâce à notre Panchang, notre société trouve la bonne voie. Ça devient de plus en plus populaire, tous les jours. Même les étrangers veulent connaître leur futur, l'avenir, les 6 mois qui viennent. Si quelqu'un veut devenir Premier ministre, il doit consulter le Panchang pour savoir. Est-ce qu'il va devenir Premier ministre? Est-ce qu'il va devenir ministre? Pour combien de temps? Et tout ça. On me dit que même la reine d'Angleterre consulte le Panchang du Sri Lanka. Le Panchang sert aussi aux prévisions climatiques. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut et que nous désirons rencontrer le professeur Shukla dans son observatoire. Il nous donne rendez-vous le lendemain à 11 heures précises en nous promettant le beau temps. À l'heure dite, le ciel s'ouvre. Les astrologues hindous doivent aussi prévoir le climat avec précision. Hier, quand je suis venu, j'ai regardé si le moment était favorable dans mon Panchang. Il y a 2 jours, j'avais vu la disparition de Mercure. Mercure disparu, ça signifiait une influence directe sur la mousson. C'est en me basant là-dessus que j'ai fait la prédiction du temps d'aujourd'hui. On voit bien que nos prédictions sont conformes avec la météorologie. En Inde, beaucoup d'enfants sont nommés d'après leur maison lunaire. L'astrologue est un personnage central dans la vie de la famille. Il fait presque toujours partie de la caste des brahmanes. Il est consulté par les parents pour trouver le conjoint idéal pour leurs enfants, pour l'achat d'un terrain ou d'une maison, ou encore pour la signature d'un contrat. Avant toute action ou toute cérémonie importante, l'astrologue doit utiliser et interpréter le Panchang. On regarde le Panchang tous les jours. Nous calculons avec les périodes, les sous-périodes et les périodes intermédiaires de la rotation de la Lune avec les planètes. Il est moins essentiel de connaître le jour où vous êtes né que le moment où vous êtes né. Qu'est-ce que l'heure de la naissance? Est-ce lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère? Ou est-ce le moment où il a été conçu? Ou est-ce alors le moment où il touche la terre? Il y a divers moments. Ce que dit le Tantra, c'est que l'âme rentre dans le corps de l'enfant juste 2 heures avant la naissance.
Lorsqu'on fait un horoscope, on peut se tromper sur l'heure ou sur l'interprétation. Ce n'est pas forcément la vérité. Mais lorsque vous voyez la personne en face de vous, cette personne existe dans la manière dont elle se comporte, ce qu'elle fait, sa manière d'être, c'est son horoscope vivant. En observant la personne, on peut déterminer son signe, bélier, lion, balance, et décider de son jour de naissance, puis si c'est le matin ou le soir. En observant ces signes, les animaux, les oiseaux, on peut prédire sa vie entière. Dans sa vie antérieure, cette personne a eu un karma bénéfique ou maléfique. Sa vie est le résultat de ses actes. Il a été imaginé lors de sa 6e nuit quand Brahma a écrit son destin. Nous ne contrôlons rien. Nous ne contrôlons pas notre respiration. Notre cœur bat, mais nous ne contrôlons pas notre cœur. Les paupières tombent d'elles-mêmes. La respiration se fait par elle-même. La foi fonctionne par elle-même. Est-ce que nous contrôlons quelque chose? Regardez, votre arrivée était déjà programmée depuis 100 ans. Vous deviez venir me filmer. Nous devions parler et aborder ces sujets. Tout cela est prédéfini. Pour comprendre ces mystères, j'ai fait de l'ascèse assis sur un cadavre. Ça m'a fait un effet incroyable. Je suis devenu fou et mon corps s'est paralysé. J'étais sans vie. J'ai donc fait cette sadhana, cette quête. Mon corps souffrait parce qu'il n'arrivait pas à assimiler toute cette puissance, toute cette force. Notre corps humain a des limites. Les fantômes ont une force inépuisable. Ils sont en dehors du temps. Comme chez les hindous, les Tibétains conjuguent le temps au passé, au présent et au futur. Dans leur astrologie, le karma est aussi omniprésent. L'astrologie tibétaine est directement héritée des enseignements de Bouddha, prince népalais qui vécut il y a quelques 2500 ans. La légende raconte que Bouddha lui-même avait convoqué tous les animaux, mais seuls 12 d'entre eux vinrent au rendez-vous. C'est ainsi qu'il assigna l'ordre dans lequel les animaux arrivèrent au cycle de 12 ans. Le cycle de la planète Jupiter. Lapin, dragon, serpent, cheval, mouton, singe, oiseau, chien, cochon, souris, bœuf, tigre. Ces signes décryptant les caractères qu'on appelle les signes chinois sont en fait de l'enseignement bouddhique. Dans ce tableau appelé Tanka, tout le système d'astrologie tibétaine est codé. La tortue cosmique, réincarnation subtile du Bouddha, veille sur la roue du temps. Elle est sous la protection de nombreuses déités astrologiques. On y retrouve les éléments, les signes divinatoires du Yiking chinois, les 4 points cardinaux et les planètes. Les Tibétains vivent l'astrologie au quotidien. De fait, l'astrologie fait partie intégrante du bouddhisme tibétain. Cet enseignement s'appelle Kalachakra, la roue du temps. C'est un système d'enseignement et de pratique tantrique. Cette science des Tibétains d'origine s'est enrichie des enseignements scientifiques chinois et hindous. La science des calculs est non seulement un art divinatoire, mais une étude des cycles du temps. L'astrologue est le plus souvent un lama. L'astrologie est omniprésente dans la vie des Tibétains. Par exemple, si une fille et un garçon se marient, l'astrologie sert au calcul qui précède la cérémonie. Quand il y a une naissance nouvelle, on fait des calculs pour envisager de quoi sera fait l'avenir du bébé. Lors de la mort d'une personne, on fait des calculs pour choisir les prières et les divinités qui l'aideront. Tout cela se base sur des calculs astrologiques. Même les agriculteurs basent leurs activités sur l'astrologie depuis des siècles. C'est une tradition au
Chez les Tibétains, l'outil qui permet aux gens de s'orienter est le calendrier Rapchung. Il est établi chaque année à l'Institut astromédical de Dharamsala, en Inde, par M. Namgyal. Cet almanach, essentiel pour prendre toutes les grandes décisions de la vie quotidienne, est basé sur la roue du temps. Rapchung veut dire 60 ans. Chaque 60 ans, il y a un nouveau Rapchung. Il y a 12 animaux, la souris, le bœuf, le tigre, le singe, etc., qui sont combinés avec les 5 éléments, le feu, l'eau, le métal, le bois et la terre. En associant les deux, ça donne une combinaison pour chaque année. Cet ensemble de 60 années est un Rapchung. Nous sommes à la fin du 16e Rapchung et bientôt va commencer le 17e. Ainsi, chaque année est associée à un animal et un élément. Par exemple, l'année 99 est lièvre-terre. Les 12 animaux sont aussi assignés aux heures de la journée avec beaucoup d'autres facteurs. Les signes du zodiaque indo-tibétain, assez semblables aux nôtres, les 9 couleurs, les 8 trigrammes du Yiking, tous ces éléments se combinent aux 28 constellations qu'on appelle le zodiaque lunaire. Tout cela permet de faire des horoscopes très détaillés. Le calendrier est très important, on a toujours intérêt à le consulter pour connaître les jours favorables ou néfastes à nos activités. Par exemple, pour introniser le supérieur d'un monastère, on doit consulter sa date de naissance et considérer quel jour, sous quelles étoiles, la cérémonie sera plus efficace. De même pour la construction d'un temple, il est préférable de consulter le calendrier Rapchung pour éviter les mauvais jours et les mauvaises conjonctions planétaires. Toutes les cérémonies sont décidées en vérifiant les connexions astrales. Ainsi, le Losar, la nouvelle année, est très importante pour les Tibétains. Basée sur le cycle des lunes, elle se situe au début du printemps. De nombreuses cérémonies et sacrifices doivent être effectués pour conjurer les aspects négatifs de l'année passée et préparer l'année nouvelle. Généralement, dans le calendrier tibétain, il y a des jours appelés Nyin ou Cha. Cha est une sorte de mauvais jour. Ce jour-là, n'importe quelle tâche entreprise ne fonctionnera pas. Nyin, le jour noir, ce jour-là, ce que tu sais bien faire habituellement ne fonctionnera pas correctement. Pour éviter ces dates-là, il faut consulter le calendrier médical et astrologique. Par ces combinaisons planétaires de jours fastes et néfastes, et pour suivre le calendrier lunaire, notre nouvel an ne revient pas comme dans votre calendrier occidental à une date fixe et régulière, et le décalage n'est pas que de quelques jours. Le nouvel an tibétain peut se fêter en des mois différents du calendrier occidental à cause des variations lunaires. Les fêtes du Nouvel An dureront plusieurs jours avec des réjouissances et des sacrifices. Les cérémonies de purification dirigées par le Dalai Lama lui-même ont lieu autour de la nouvelle lune. Ces jours sont spécialement bons pour les prières. Le cycle mensuel est découpé en 28 constellations
qui correspondent aux 29 jours du mois lunaire. Du point de vue bouddhiste, du point de vue religieux, ça s'explique ainsi. Notre corps humain est constitué de 4 éléments reliés aux 4 grands éléments. Quand on regarde les étoiles du ciel, il y a 28 constellations qui ont des effets bienfaisants ou malfaisants sur le corps humain. Notre corps, lui, compte 28 vertèbres qui sont reliées à ces 28 constellations et en reçoivent les effets. C'est ainsi que le mois lunaire est à la base des cérémonies. Les 8e et les 15e jours lunaires sont spécialement propices aux méditations. Pendant une éclipse, mais surtout lors d'une éclipse lunaire, et surtout après le coucher du soleil. Si vous vérifiez votre respiration, il va y avoir une force d'inspiration différente entre les 2 narines. D'habitude, si vous testez le flux des narines droite et gauche, il est identique. Or, ce jour-là, il y a une différence indiquée par les grands maîtres. Du 1er au 15 du mois lunaire, chez les hommes et les femmes, les éléments du corps se renforcent. Le sperme de l'homme et les semences rouges chez la femme augmentent. À partir du 16, la force des éléments baisse. En conséquence, par exemple, il est plus probable qu'à partir du 16e jour du mois, il est plus courant qu'une conception sexuelle engendrera une fille. Si une fille est conçue entre le 1er et le 15, il est fort probable qu'elle soit jolie. De même, un garçon, qui aura probablement été conçu entre le 16 et le 29e jour du mois lunaire, sera un beau garçon. Tout comme le calendrier est publié par l'Institut de médecine, la médecine tibétaine est intimement liée à l'astrologie. Dans les précis de médecine tibétaine, les influences astrales sont essentielles pour les maladies et les soins qui sont en rapport avec le cosmos, la pensée et la nature. Tous les médicaments spirituels, surtout ceux qui s'appellent précieuses pilules, doivent être pris lors des jours favorables, parce qu'il y a des liens entre l'organisme intérieur et le monde extérieur. Si on prend ces précieuses pilules lors des jours favorables comme le 8 lunaire, le 15 lunaire ou la nouvelle lune, selon la prescription convenue, il y a plus d'efficacité. Le moment pour cueillir les différentes fleurs pour fabriquer les médicaments est expliqué dans le calendrier. Pour ne pas cueillir les plantes les mauvais jours, comme par exemple Nyin, Cha, il faut consulter les astrologues.
Car il y a des moments où les plantes ont plus de force, sinon cela peut nuire au lieu de guérir. Pour cela, il faut consulter pour savoir quel jour est favorable pour la cueillette ou pour réduire les plantes en poudre. Regardez, s'il existe 2 scientifiques isolés, chacun d'eux est très savant, mais s'ils travaillent ensemble, leurs résultats seront meilleurs encore. Dans ce cas, les 2 scientifiques sont l'un, le précis médical, et l'autre, le calendrier astrologique. Ensemble, le résultat est meilleur.